l'un des avions américains les plus incontournables de la Deuxième Guerre mondiale, surtout sur le théâtre opérationnel européen. Le chasseur long courrier, littéralement long courrier, le P-47 Thunderbolt. Et je vous rappelle donc que pas un avion français. À deux groupes de restauration d'avions pour l'aile. La restauration a été effectuée chez Pioneer en Nouvelle-Zélande et pour le fuselage et les systèmes, ça a été effectué en Californie. Et au bout d'un certain nombre de millions de dollars, parce que c'est pas donné, le Curtiss Hawk numéro 82 de l'armée de l'air française a retrouvé le ciel. C'est pas rien. C'est un peu dommage qu'on soit obligé d'aller à Duxford en Angleterre, demander à un gentleman britannique de bien vouloir nous prêter ce morceau d'histoire de France. Enfin, vaut mieux que ça soit comme ça, de toute façon, soyons pragmatiques. D'autant que Steve a une autre élégance. Tant qu'à avoir un chasseur français en vol, pourquoi ne pas le confier à un pilote français? Et donc c'est M. Marchasson, ancien de l'armée de l'air française, dont le surnom est Marquis, qui est aux commandes de cet avion. Marquis était pilote dans l'armée de l'air, il a volé sur Mirage dans l'armée de l'air, et puis il a volé sur Alpha Jet, il a même été le pilote de présentation officielle de l'Alpha Jet. Et puis Marquis a quitté l'armée de l'air, comme d'autres, il est devenu pilote de ligne, pilote d'avion d'affaires dans son cas particulier. Et Marquis est un garçon avec une énorme culture aéronautique, un véritable archéologue du ciel, il a de qui tenir, son papa lui a donné le virus. Ensemble, ils font voler un Sleen superbe. Donc, Marquis s'est vu proposer par Steve Gray le pilotage, entre autres, de ce Curtiss 75, Steve disant à Marquis, tant qu'à faire voler un avion français dans les air shows français, que ce soit un français. Le Curtiss 75 est un avion qui, pendant la bataille de France, pendant le mois de mai et juin 1940, avant la défaite de la France, cet avion a été pour beaucoup dans ce qu'on a appelé par la suite la première mi-temps de l'été, à peu près d'un cinquième de sa force opérationnelle. Lorsque, quelques semaines plus tard, après l'armistice et la chute de la France, lorsque donc les Allemands se sont tournés vers la Grande-Bretagne et qu'a commencé la bataille d'Angleterre, eh bien la Royal Air Force s'est trouvée face à une Luftwaffe qui avait perdu à peu près un quart, on va dire, de son efficacité opérationnelle grâce à cette première mi-temps de la bataille de France. Donc, d'une certaine façon, la grande histoire de 1940 et le coup d'arrêt porté à l'expansion allemande en 1940, cette première mi-temps avait été gagnée par les Français à bord d'avions comme celui-là, et celui-là en a fait partie. Ce Curtiss en a fait partie. Ce Curtiss, alors les bombardiers de jour étaient les bombardiers américains, les bombardiers de nuit étaient les bombardiers britanniques. Et pour les bombardiers américains, le problème c'est qu'évidemment, survolant l'Allemagne de jour, sur des missions qui duraient 6 heures, 7 heures, 8 heures, parfois plus, ils étaient évidemment lourdement attaqués par la Luftwaffe allemande qui défendait son sol. Les escorteurs, il fallait évidemment protéger les bombardiers par des chasseurs d'escorte. Les chasseurs du début de la guerre n'avaient pas suffisamment de carburant pour pouvoir effectuer ces missions au long cours, partir de Grande-Bretagne, aller jusqu'au cœur de l'Allemagne et revenir ensuite. Et donc un certain nombre d'avions ont été développés dans ce but, des chasseurs long courriers. Et celui-ci en est un des 3 plus beaux exemples, P-47 Thunderbolt. Un avion qui avait été conçu assez étrangement. Souvent, quand on parle de l'histoire de l'aviation américaine, on évoque des gens, des ingénieurs aéronautiques qui au départ étaient parmi par une équipe d'ingénieurs dans lesquels il y avait un certain nombre de Russes
qui avait fui en 1917 la Russie qui était en train de devenir soviétique. Et ils s'étaient réfugiés à New York et parmi eux Igor Sikorov sur l'île de Long Island à Farmingdale et sur un aérodrome auquel cette société s'appelait Public Aviation et elle était dirigée par un ingénieur qui s'appelait Alexander Kartveli. Et Republic Aviation avait élaboré à partir du cahier des charges de l'armée américaine ce gros monomoteur, ce monomoteur énorme, alors que roule au sol donc marquis Marchasson à bord du Curtiss aux couleurs du Lafayette avec l'insigne de la tête de Sioux derrière la cocarde française. Merci à Steve Gray d'avoir gardé à cet avion ses couleurs françaises. Donc Republic Aviation avait sorti ce monomoteur qui était un monstre. C'est un énorme avion pour un monoplace. Il a une aile qui ne manque pas d'élégance, une aile elliptique qui est comme presque celle du Spitfire. Il a un fuselage absolument énorme, gigantesque. On se dit que si on laisse tomber son briquet dans le fuselage, on ne le retrouvera jamais parce que ça tombe, ça met des secondes pour atteindre le fond de l'avion tellement il est gros. Il y a un cockpit où on est perché, littéralement. On se sent plus posé sur l'avion qu'assis dedans. C'est pas un avion de course, c'est encore une fois un long courrier. Il y a de la place dans le poste, c'est un avion large, c'est un avion américain, c'est un avion en pleine croissance, avec des systèmes extrêmement costauds, solides. Et un avion étrangement assez... C'est un avion tolérant à piloter, assez facile à poser, contrairement à beaucoup de chasseurs du début de la guerre. Et voilà, on amène le bestiau, le monstre, le camion de chasse volant. On l'amène dans l'axe, on survole le colza, on vise l'entrée de piste et c'est un avion qu'on peut laisser littéralement tomber par terre, mais voilà. On arrondit à peine, il y a des amortisseurs à la gauche, ça amortit bien les chocs. Sur une piste en herbe comme celle-ci, on sent sur certains avions, on sent chaque petite touffe d'herbe. Sur le P-47, on écrase tout, on sent rien, c'est une Cadillac, ça roule très bien, tout droit. Avec cette hélice gigantesque qui fait plus de 4 mètres de diamètre à l'avant, quasiment 4 mètres et demi de diamètre. Quel avion! Cet avion a été décoré aux couleurs d'un chasseur de la dernière guerre qui avait été surnommé Snafu, S-N-A-F-U. En anglais, ça veut dire Situation Normal All Fucked Up. Autrement dit, la situation est normale. Baptiste ici, et il va faire de vous des pilotes munis d'une licence de pilote tout à fait normale, classique et valide, sauf que, au lieu d'apprendre à piloter sur des avions modernes, eh ben, vous apprendrez à piloter comme autrefois, comme le faisaient les gamins à l'époque, sur le Stearman, et même en faisant un petit peu de T6. Et donc, vous deviendrez, allez, vous ne serez pas un pilote, vous serez un aviateur. L'avion, c'est le cas. Donc, ça, c'est les avions de Baptiste. Le premier, donc, à rouler, regardez-le passer, c'est ce superbe Traveler 4000. Lui, il est échappé de 1925-26. Ces avions-là ont une autre caractéristique, c'est les avions qui, à l'époque, ont fait rêver, célèbres dans l'histoire du XXe siècle. Par exemple, William Faulkner, prix Nobel de littérature. William Faulkner avait fait son école de pilote à la fin de la amoureux des avions et il avait même acheté un Waco qui ressemble beaucoup à ce Traveler 4000. Un Waco à bord duquel son frère était allé se tuer d'ailleurs. Un autre qui avait acheté un avion dans ce genre-là et finalement fait partie des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma de tous les temps. Il s'appelle Howard Hawks. Et si vous avez vu par exemple Rio Bravo, Les hommes préfèrent les blondes et quelques autres, et bien vous...